répète, bonsoir à tous et à toutes les personnalités qui nous font le plaisir, l'honneur d'être là ce soir pour écouter Nicolas Roche, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qu'on est très heureux de revoir, parce que c'est pas la première fois, j'allais dire, tu es presque un habitué des travaux de la chaire depuis qu'elle a été créée. Vous connaissez sans doute son parcours après l'école des chartes, ce qui était déjà un point d'union entre nous. L'école nationale d'administration de l'époque, l'INSP aujourd'hui, les fonctions de diplomate que tu as occupées en début de carrière, et puis dans les ambassades, nos ambassades aux États-Unis et en Israël. Tu étais conseiller du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Tu as été directeur de la stratégie à la direction des applications militaires du CEA. Donc, je saluais tout à l'heure le directeur, puis directeur des affaires stratégiques de nouveau au Quai d'Orsay, et directeur de cabinet du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui était l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avant d'être ambassadeur de France dans un pays qui est ô combien au cœur de l'actualité. Je ne sais pas s'il y aura des questions ce soir sur ça, puisque tu as été ambassadeur de France en Iran de 2022 à 2025, avant de succéder à Stéphane Bouillon comme secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, poste que tu occupes aujourd'hui. On te connaît aussi, et notamment les étudiants, parce que tu as été à l'origine de la création à l'École normale supérieure de cet enseignement sur la dissuasion nucléaire, et on a ici un certain nombre de doctorants dans les liens qu'on a avec l'ENS. Tu es l'auteur d'un ouvrage qui a été remarqué sur la dissuasion. Pourquoi la dissuasion ? En 2017. Puis on a été aussi heureux de te compter parmi les auteurs de Guerre sans frontières en 2021, toujours sur ce sujet de la dissuasion. Et donc aujourd'hui, tu es venu nous parler plus précisément, c'est toi qui as choisi le sujet, la revue nationale stratégique de 2025 et la stratégie nationale de résilience. Changement et révolution en cours dans le continuum sécurité nationale défense, puisque, et c'est la première des conférences après la leçon inaugurale, ce cycle cette année est consacré aux révolutions et changements en cours dans les affaires militaires. Et toi, c'est bien normal, étant donné ton rôle à la coordination interministérielle sur les questions militaires, mais aussi plus généralement sur les questions de sécurité nationale, d'avoir pris cet angle pour ta conférence de ce soir. Tu en connais les règles. Tu as le temps de t'exprimer comme tu le souhaites, et puis ensuite on échangera peut-être un peu et je passerai la question à la salle en rappelant lors de cette seconde conférence que la priorité est toujours donnée d'abord aux étudiants, mais je sais que certains ont été frustrés au moment de la leçon inaugurale, que vous aurez tous la parole le moment venu. Cher Nicolas, je te passe ce micro qui est assez branlant. C'est le... Non. Bon, je vais le tenir, c'est plus simple. Cher Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton invitation. Comme tu le disais, c'est un endroit que je connais bien depuis longtemps, mais c'est toujours une certaine émotion de revenir dans cette enceinte devant un public aussi nombreux, à la fois fait d'étudiants, mais aussi de beaucoup de collègues et d'amis. Je vais effectivement, comme tu l'as dit, centrer mon propos autour de cette revue nationale stratégique et de ce qu'elle dit de notre monde et surtout de ce qui est devant nous en termes d'action. Mais avant ça, je voudrais, dans tout ce que tu as dit, saluer ici à la fois toi comme ancien secrétaire général, dans les fonctions que tu as occupées, mon auguste prédécesseur, ici même, qui va reconnaître beaucoup de choses et qui peut-être me corrigera, puisqu'il a initié le processus de la revue nationale stratégique, le préfet Stéphane Bouillon, qui est ici, dont j'ai eu la lourde charge de prendre la suite à la fin du mois de mars de l'an dernier, effectivement en rentrant de Téhéran. Je voudrais insister ici pour engager notre discussion autour de trois grands points qui sont au cœur de la revue nationale stratégique et qui portent à la fois sur la méthode d'élaboration de ce texte, de ce qu'elle dit des enjeux du continuum de sécurité et de la façon dont
Stéphane Bouillon, ici présent, a engagé le processus à la demande du président de la République au début de l'année dernière, et dont nous avons continué ensuite son œuvre jusqu'à sa publication le 14 juillet de l'année dernière. Parce que je pense que dans la méthode qui a été utilisée, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent sur ce que ça veut dire faire nation aujourd'hui, quand on est confronté à un ensemble de risques et de menaces aussi lourds et permanents que ceux auxquels on est confronté. Deuxièmement, peut-être dire un mot d'abord et avant tout, non pas de l'ensemble du texte de la Revue nationale stratégique. Ça fait une centaine de pages. Je pense que dans l'époque dans laquelle on est, ça mérite lecture tout simplement. Mais peut-être de revenir et d'insister sur un élément central qui est à la fin de la première partie et au début de la deuxième partie, et qui porte sur le scénario central et de ce que ce scénario central dit à la fois de la façon dont on a pensé collectivement les sujets de défense et de sécurité nationale qui sont devant nous pour les quelques années qui viennent, et surtout ce qu'il dit de ce que nous devons faire pour être à la hauteur de ce scénario central et à quel point il est dimensionnant et exigeant. Et puis troisièmement, je dirais un mot en conclusion sur ce que me semble être les quelques défis qui sont devant nous en termes d'action collective. Et derrière le terme d'action collective, j'y reviendrai, mais je pense à l'État, aux administrations publiques, centrales et déconcentrées, parce que nous sommes dans un domaine régalien, mais précisément parce que dans le monde dans lequel nous vivons, les sujets régaliens ne sont pas ou plus que des sujets de l'État. Il y a dans les défis qui sont devant nous, des défis qui concernent tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs publics, y compris les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, et puis l'ensemble du monde de l'entreprise, du monde de la société civile, et à la fin, chacun et chacune d'entre nous comme concitoyens d'un projet collectif qui est au cœur de cette revue stratégique. Premièrement, sur la méthode, tout d'abord, et je parle là vraiment sous le contrôle de mon prédécesseur. Finalement, si vous revenez sur l'histoire de ces documents stratégiques qu'il s'appelle Livre blanc sur la défense, Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, tu en sais quelque chose, ou revue stratégique, ou revue nationale stratégique, quel que soit le terme, depuis 1972, finalement, il y a deux grands modèles qui ont été utilisés historiquement. Il y a un modèle de la commission, dans laquelle nos autorités politiques, le président de la République, le Premier ministre, nomment un président d'une commission qui est ensuite composée d'un certain nombre d'individus qui, soit à raison de leur fonction, soit à raison de leur passé, soit à raison de leurs compétences, sont appelés à travailler ensemble pendant une durée particulière, souvent assez longue, souvent de l'ordre de l'année, pour produire ensuite un document de cadrage stratégique qui est généralement un livre blanc. Puis il y a une deuxième méthode qui a été de plus en plus utilisée à mesure que l'accélération du monde faisait sentir ses effets sur le tempo de la défense et de la sécurité nationale, qui est précisément celui de la revue stratégique, qui généralement est confiée à une administration ou à un ensemble d'administrations, et qui, dans un processus interministériel assez classique, doit aboutir dans un temps assez court à un document de cadrage qui engage avant tout et essentiellement l'État. L'originalité de la revue nationale stratégique de 2025, c'est qu'elle essaye de faire le mieux des deux processus. Elle essaye de faire ce qu'il y a de bien dans la deuxième partie de ce que j'ai dit, c'est-à-dire la rapidité. Quand le président de la République donne l'ordre dans ses vœux aux armées en janvier 2025 qu'il faut préparer une revue nationale stratégique, en tenant compte de tout ce qui a changé depuis 2022, et Dieu sait si le monde a changé depuis 2022, entre la guerre d'Ukraine, l'évolution de la politique américaine et de la relation transatlantique, tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, et notamment les conséquences du 7 octobre. Évidemment, on ne peut pas attendre 1 an et demi pour construire cette actualisation de la réflexion stratégique française. L'urgence prime, l'urgence dicte, et l'actualisation de notre conception stratégique de la défense et de la sécurité nationale suppose qu'on soit dans un tempo resserré, initialement prévu pour durer quelques mois et se terminer, disons, autour du mois d'avril-mai. Nous avons demandé la bienveillance de nos autorités politiques pour arriver au mois de juillet, mais on est quand même sur un processus de 6 mois. Là où on a essayé, et j'en rends hommage à Stéphane Bouillon ici, qui l'a initié, très heureusement, c'est qu'on a essayé d'inclure dans ce processus-là le meilleur de la méthode du livre blanc, c'est-à-dire de la consultation large.
La consultation large, traditionnellement, elle vise d'abord évidemment les femmes et les hommes politiques du pays et de la représentation nationale, le monde de l'entreprise, le monde des think tanks et de la société civile, et puis le monde international. Le choix qui a été fait ici, il est assez radical, mais il dit quelque chose du moment et du continuum de sécurité dans lequel on est. Il a assez largement limité les consultations internationales pour se concentrer sur 2 partenaires clés avec lesquels on a des relations d'une intimité particulière. Et même si ensuite j'ai été amené à voyager beaucoup en Europe pour aller présenter la revue nationale stratégique à nos partenaires et d'ailleurs constater qu'elle était parfaitement convergente avec les analyses de tous nos grands partenaires. Mais on a décidé, et collectivement on a poursuivi cette œuvre-là, de se concentrer sur quelques séries d'acteurs qui étaient d'abord et avant tout sur le territoire national. C'est-à-dire de prendre beaucoup de temps pour consulter la représentation nationale et consulter les forces politiques. Et donc, nous avons, à 3 reprises, été amenés, mon prédécesseur d'abord, moi ensuite, à aller devant les commissions de la Défense et de la Défense et des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais pas simplement à être auditionnés, à prendre le temps de la consultation approfondie, à prendre le temps de l'explication, à prendre le temps du partage, jusqu'à intégrer dans nos travaux de rédaction sur lesquels je vais revenir des contributions écrites de quasiment tous les groupes politiques représentés ou des institutions en tant que telles qui ont pris le temps de réfléchir, de travailler, d'écrire. Et nous avons souhaité intégrer dans ce texte-là de la Revue nationale stratégique les recommandations, les avis, les conseils, les demandes de la représentation nationale. Et nous avons, pour la première fois, je ne crois pas que ça ait été le cas depuis 1972, été jusqu'à partager avec les 2 commissions une version provisoire du texte avant qu'il ne soit validé par nos autorités politiques, de façon à ce que non seulement on se consulte, et on consulte la représentation nationale, mais qu'on lui donne la possibilité d'aller jusqu'à amender le texte et à nous faire part sur la version quasiment finale de l'ensemble des amendements et des remarques qu'il souhaitait. Ce travail d'association de l'ensemble de la classe politique au travers de la représentation nationale, comme c'est normal à l'Assemblée et au Sénat, ça nous a pris beaucoup de temps, mais nous avons jugé, et je considère que c'est une très bonne chose, que c'était un temps nécessaire à la construction, non pas du consensus, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais en tout cas d'une très grande convergence dans les analyses et les recommandations qui ont été faites. Évidemment, le document qui est sur la table et qui, in fine, a été endossé par le président de la République et le Premier ministre, engage l'État, n'engage pas tout le monde, mais il a en tout cas fait l'objet d'une consultation, comme je crois jamais dans notre histoire contemporaine, et je pense que nous pouvons nous en féliciter. La deuxième chose en termes de consultation, c'est que en fin de processus, mais nous avons souhaité le faire et élargir encore ces consultations avec les acteurs sur le territoire national. Nous avons fait le même processus avec les associations d'élus, associations des maires de France, départements de France et régions de France, y compris en allant là aussi jusqu'à partager avec eux un projet inabouti du texte, du projet de revue nationale stratégique, de façon là aussi à les consulter, à prendre en charge et en compte leurs commentaires et leurs remarques. Si j'insiste autant là-dessus, c'est qu'il y a des conséquences opérationnelles dans cette démarche. C'est pas simplement une démarche de nature politique, c'est une démarche qui prend sens au regard de ce que nous décrivons dans la revue nationale stratégique en termes de menaces à la défense et à la sécurité nationale et de politique publique de défense et de sécurité nationale qui impose à la fois évidemment la représentation nationale, mais finalement d'aller bien au-delà des cercles classiques qui font la défense et la sécurité nationale en France. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire sortir ces politiques publiques du champ des seuls spécialistes et d'aller très loin dans la participation de l'ensemble de la société et des forces vives de la nation, comme on dit, à cette politique publique-là. Évidemment, ça va sans dire, mais cette revue nationale stratégique qu'on présente parfois comme étant la revue nationale stratégique du SGDSN, elle n'est pas celle du SGDSN. Le SGDSN a joué dans cette affaire-là son rôle de coordonnateur interministériel. Et je peux vous dire que chacun des ministères a directement participé, contribué, injecté ces éléments dans ce texte-là qui, pour le coup, représente vraiment
la totalité de l'administration française, et là aussi en allant bien au-delà des seuls ministères régaliens classiques que sont le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Justice, mais la totalité des ministères français, quels qu'ils soient, ont contribué à cette revue nationale stratégique. Cet élément-là, par rapport à ce qu'on a pu faire en 2022 ou à tous les précédents, question des commissions du livre blanc ou du livre blanc de la sécurité nationale mis à part, c'est quelque chose qui nous a semblé indispensable au regard de la nature même des menaces et des risques qui pèsent aujourd'hui sur la sécurité nationale française et européenne. Et ça m'amène à mon deuxième point sur le lien entre cette méthode-là et la substance de ce que nous avons voulu écrire dans cette revue nationale stratégique. Cette revue nationale stratégique, elle comprend classiquement 3 parties. Une partie sur l'environnement international, une partie sur les objectifs stratégiques et notre ambition stratégique, et puis une partie sur les voies et moyens. Jusque-là, à peu près rien d'original. Je vais passer très rapidement sur la première partie parce que je pense qu'elle est autoporteuse, comme on dit en mauvais français, et donc elle se suffit à elle-même. Mais pour insister sur 1 ou 2 points de quelques paragraphes de cette revue, à la fin de la première partie et au début de la deuxième partie. Et pour dire le fond, d'insister un tout petit peu sur la logique qui a présidé à notre choix de mettre dans ce texte, au cœur de ce texte, la notion de un scénario central. Ceux qui ont fait, soit du côté des universités ou des think tanks, soit du côté de l'État, et en particulier des planificateurs militaires, il y en a quelques-uns dans cette salle, savent très bien que généralement, quand on réfléchit à l'avenir, on réfléchit par scénario, au pluriel. Et on est amené à définir toute une série de scénarios, et puis ensuite, on se demande, en fonction de leur degré de sévérité et de probabilité, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en face en termes de politique publique, de capacité. C'est assez habituel et classique comme façon de procéder. Ici, on a fait un choix assez radical, qui est in fine de ne choisir qu'un seul scénario. Et je vais le décrire très simplement, il est dans le paragraphe 112 de cette revue nationale stratégique. Si vous n'avez qu'un seul paragraphe à lire, c'est celui-là. Ce scénario central, il dit 3 choses très simples. C'était une commande de nos autorités politiques, je pense pouvoir le dire, est écrit en français correct. Sujet, verbe, complément, sans trop de périphrases et sans trop d'euphémismes. Il dit que nos forces armées doivent se préparer à un scénario de guerre en Europe, premièrement, que le territoire national doit se préparer à des attaques hybrides massives qui ont pour objectif de casser la continuité de la vie de la nation, et que l'hypothèse d'un conflit conventionnel, classique, militaire sur le territoire métropolitain n'est pas jugée la plus crédible. Ces 3 phrases du paragraphe 112, je vous renvoie, je pourrais vous le lire, mais je vous les paraphraser. Ces 3 phrases, elles définissent ce qui est la substance de ce scénario central dont je parlais. Et là, il y a un point de méthode sur lequel il est, je trouve, important de s'arrêter et quelques points de substance. Le point de méthode, c'est ce qu'on entend par scénario central. L'État n'est pas une agence de pronostic, ni de paris en ligne, ni un think tank. Il n'est pas là pour appliquer un critère probabiliste à des scénarios. Il est là pour planifier l'action publique. Et donc, nous ne nous sommes pas posés dans cet exercice-là la question de savoir si c'était le scénario le plus probable, si c'était celui qui allait arriver ou pas. Toute personne, je reviens à ce que je disais, qui dans sa vie a fait de la planification, sait que la réalité n'est jamais conforme au plan. C'est que dans la vie, les scénarios qui se déroulent réellement ont un rapport assez lointain avec ce qu'on a pu envisager et penser quelques années auparavant. Pourquoi ce scénario a été choisi? C'est pour une raison très simple, c'est qu'il est, dans notre opinion, le scénario le plus dimensionnant, le plus structurant et le plus exigeant possible. Autrement dit, pour dire ça en français simple, nous avons estimé que si nous étions collectivement prêts, quand je dis collectivement, c'est comme nation, et j'y reviendrai, collectivement prêts à ce scénario, il y avait des chances non nulles qu'on soit raisonnablement prêts à tous les scénarios qu'on n'aura pas bien préparés. Et c'est là que les éléments de substance sont importants. Ce scénario, il dit, et ça a été dit par nos autorités politiques, par le président de la République lui-même, dans ses différents discours, par le chef d'état-major des armées, par le Premier ministre,
actuel dans ses fonctions de ministre des Armées avant. Ce dont on parle, c'est de guerre. C'est un mot lourd, hein. C'est un mot chargé. Tu le sais, tu as piloté un ouvrage sur le sujet qui historiquement renvoie, y compris à un imaginaire compliqué. Nous l'avons choisi à dessein parce que c'est de cela dont nous parlons. Mais il y a un caveat immédiat parce qu'il ne faut pas tout confondre. Parler de guerre en Europe ou à la périphérie de l'Europe, ça n'est pas la même chose que de parler de guerre sur le territoire national. Et cette distinction-là, qui est écrite noir sur blanc dans le paragraphe 112 de la Revue nationale stratégique, c'est un élément essentiel parce qu'il faut se préparer précisément à ce que nous jugeons être le scénario le plus exigeant et le plus dimensionnant. La deuxième partie du scénario, là aussi en termes de substance, elle répond directement à la question du titre de cette intervention sur l'articulation entre défense et sécurité nationale, entre sécurité intérieure et défense. Elle parle de menace hybride, cette deuxième partie du scénario. C'est un terme qui est souvent mal défini, souvent source de confusion. Nous l'avons choisi tout simplement parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres. Et on n'a pas trouvé mieux. Mais il faut éviter d'en faire un fourre-tout dans lequel on finit par ne plus bien penser les menaces et les risques auxquels on est susceptible d'être confronté. Et donc la revue stratégique, pas dans ce paragraphe 112, mais dans le reste de la revue, en particulier dans la deuxième partie sur les ambitions stratégiques et les objectifs stratégiques, définit finalement de façon assez simple et pragmatique ce que sont les menaces hybrides auxquelles on veut se préparer. Et finalement, c'est des choses incroyablement pratiques, pragmatiques, opérationnelles, concrètes. C'est pas de la théorie. C'est 5 ou 6 champs, domaines très précis, qui par ailleurs, quand je vais les énoncer, impactent d'ores et déjà l'ensemble de la société française. On parle, derrière les menaces hybrides, on parle de cyber, d'attaques cyber. Aujourd'hui, tous les jours, le secrétaire général de la Défense nationale, de la Sécurité nationale que je suis a sur son bureau des informations qui remontent en particulier de l'agence, l'ANSSI, qui dépend de nous, qui est l'agence de la cybersécurité française, qui recense l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel des attaques cyber. Aujourd'hui, chaque jour, nous sommes confrontés collectivement, dans l'État, en dehors de l'État, à des attaques cyber. C'est-à-dire des attaques qui ont pour objet de venir perturber des systèmes d'information, des systèmes informatiques, de façon à produire différents effets. De l'espionnage, de la fuite de données, quand c'est le moins grave, du sabotage potentiellement, du prépositionnement pour sabotage. C'est l'ensemble de cette menace-là dont on parle, quand on parle de menace hybride. Deuxièmement, nous parlons de tout ce qui concerne les manipulations de l'information ou les ingérences numériques étrangères. Là aussi, ça a une définition précise, on pourra y revenir dans les questions-réponses. Tout n'est pas équivalent. Je ne parle pas de fake news, je ne parle pas de désinformation. Nous parlons d'ingérence numérique étrangère, c'est-à-dire de la façon dont des acteurs étrangers, malveillants vis-à-vis des intérêts français, cherchent à venir s'ingérer par des moyens numériques inauthentiques dans notre débat numérique pour le perturber, le cas échéant semer de la confusion et du chaos. Troisièmement, nous parlons de sabotage, c'est-à-dire de toute une série d'actions qui peuvent être tout à fait bénignes en général, qui vont de l'atteinte à des câbles. La presse s'est fait l'écho régulièrement d'un certain nombre d'actions de sabotage qui peuvent avoir à la base plusieurs motivations, d'ailleurs pas forcément d'une puissance étrangère et pas forcément pour une atteinte à la sécurité nationale, mais qui peuvent accumuler ainsi, prendre une dimension importante. Vous avez évidemment, et la presse en est aussi fait l'écho, pensé immédiatement à la question de la menace drone, qui fait partie de cet ensemble, disons, de menaces physiques qui peuvent peser sur différentes parties du territoire national et qui, utilisées et instrumentalisées par une puissance étrangère ou par des acteurs malveillants étrangers, quels qu'ils soient, étatiques ou non étatiques, pourraient venir avoir un impact s'ils sont multipliés sur le territoire national, qui relèverait non plus de la sécurité intérieure ou de la sécurité du quotidien, mais de la sécurité nationale au sens plein du terme. Quatrième élément, l'espionnage. Pas besoin d'insister beaucoup là-dessus. Un certain nombre d'acteurs étrangers ont des stratégies extrêmement agressives de captation de technologies, de la science et de la technologie, de la propriété intellectuelle de nos entreprises, de nos États, de nos administrations, de nos instituts de recherche. Et ça aussi, ça peut être instrumentalisé au point de devenir une menace de sécurité nationale.
je ne sais plus si j'en suis à 5 ou 6, mais celle d'après, 5. Tout ce qui relève évidemment de ce qu'on appelle la continuité de la vie économique de la nation, et donc au-delà de la question de la souveraineté ou de la sécurité économique, qui relève de la sécurité d'approvisionnement en biens vitaux, qui, s'il venait à être mis à mal, aurait un impact très direct de sécurité nationale sur la capacité de la nation à continuer une vie à peu près normale. C'est les 4 ou 5 principaux, il peut y en avoir d'autres, mais c'est ça qu'on vise quand on dit en parallèle, dans le scénario central d'une action de nature militaire ou de guerre dans laquelle nos forces armées pourraient être impliquées en dehors du territoire national, nous pourrions en même temps être confrontés à des scénarios assez massifs de menaces hybrides, donc en utilisant toujours ce terme, mais qui recouvrent cette réalité très physique dont j'ai parlé et qui, du coup, posent des questions de sécurité nationale assez lourdes. La liste même de ces 4 ou 5 menaces hybrides qui pèsent sur le territoire national vous montre, comme je l'ai dit sur le cyber, mais c'est vrai dans tous les domaines, qu'aujourd'hui, chaque jour, nous sommes confrontés à l'une ou l'autre de ces menaces ou de ces risques. Ils se matérialisent aujourd'hui, ils sont déjà matérialisés dans notre société, mais ce que nous disons dans cette revue nationale stratégique, c'est qu'à l'avenir, nous pourrons être confrontés à une situation dans laquelle elle deviendrait massive, concomitante, parallèle, et surtout parallèle à des actions qui engageraient nos forces armées dans une hypothèse d'engagement majeur. Et le scénario central est dimensionnant à cause de ces deux parties et à cause du fait que nous les envisageons en même temps, dans le même pas de temps et en parallèle. Et le caractère proprement dimensionnant et exigeant de ce scénario provient non seulement de ces deux parties, mais aussi du fait qu'elles peuvent se produire en même temps. Encore une fois, j'y insiste, la revue nationale stratégique ne dit à aucun moment que ce scénario est probable, et encore moins qu'il est certain. Nous n'y affectons aucun coefficient de probabilité ou de certitude. Nous disons simplement, encore une fois, et j'y insiste, que se préparer à ce scénario à la fois à court terme et d'ici la fin de la décennie est probablement la meilleure façon de préparer la nation dans son ensemble à toutes les menaces et les risques de défense pesant sur la défense et la sécurité nationale, qui nous permettent d'être prêts à tout ce qu'on n'aura pas prévu et de tout ce qui est compliqué de planifier quelques années à l'avance dans l'accélération de notre environnement stratégique que nous constatons tous depuis des années et qui s'accélère encore plus depuis le début de cette année. Le troisième élément de mon intervention porte sur ce que ça suppose, une fois qu'on a défini notre ambition stratégique. Je ne reviens pas, il y a d'autres paragraphes dans les éléments qui portent sur l'ambition stratégique de la France et les objectifs stratégiques, en particulier sur un certain nombre de priorités classiques, sur la défense du territoire national, la défense de l'Europe, de l'Alliance Atlantique ou de l'espace transatlantique, de nos partenariats internationaux, des espaces communs, comme on dit. Toutes ces choses-là sont assez connues et finalement classiques. Le moins connu, et c'est pour ça qu'il faut faire attention au texte et toujours revenir au texte, c'est que nous avons introduit une toute petite incise qui s'appelle « en priorité ». Et donc je vous invite à faire attention aux incises dans le texte même qui disent ce qu'elles doivent dire. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés, je dirais qu'ils sont de 3 dimensions spécifiques qui sont décrites dans la 3e partie de la revue nationale stratégique sur les voies et moyens, qui est une partie qui est un petit peu plus technique ou technocratique que le reste, mais à dessein, parce que nous avons voulu aller au bout de l'exercice qui vise à définir ce qu'est notre programme de travail ou notre feuille de route pour les mois et les années qui viennent et d'être le plus opérationnel possible. Ces 3 défis, eh bien, ils reprennent tout simplement les trois éléments du scénario central. D'abord, le premier défi, et c'est celui sur lequel le président de la République s'est beaucoup exprimé, en particulier dans son discours à Brienne le 13 juillet au soir, la veille de la publication de la revue nationale stratégique, et il ne faut pas y voir une coïncidence ou un hasard, c'est évidemment tout ce qui concerne la poursuite du réinvestissement dans nos armées, dans leur modernisation et dans leur préparation à cette hypothèse d'engagement majeur, à ce scénario de guerre en dehors du territoire national. D'autres que moi sont bien plus compétents pour expliquer ce que ça signifie. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, la ministre des armées ont eu l'occasion de s'exprimer longuement sur ces sujets-là. Je ne citerai que des têtes de chapitre.
mais qui sont précisés à la fois dans ce qui va être soumis bientôt au Parlement en termes d'actualisation de la loi de programmation militaire, des 10 milliards d'euros supplémentaires que le président de la République a annoncé sur les annuités 26 et 27 de l'actualisation de la LPM, qu'on appelle les surmarches. Ça, c'est la partie budgétaire. Mais à l'intérieur, en termes de réforme de notre processus d'acquisition, de besoin d'aller plus vite, d'importer plus rapidement des technologies du monde civil dans le monde militaire, de développement de la masse, de durcissement opérationnel de la préparation de nos forces, de l'ensemble de ce que les chefs d'état-major précédents et actuels ont pu dire sur l'enjeu qui entoure les munitions, sur la mobilisation de nos industriels de l'armement afin d'être à l'échelle et au tempo de l'accélération d'un engagement possible. Toutes ces choses-là ont été beaucoup évoquées, de ce que ça suppose en termes de renseignement et de poursuite de la modernisation de notre appareil de renseignement et d'investissement, en particulier sur un certain nombre de sujets technologiques. Tous ces sujets-là ont été beaucoup évoqués par plus compétents que moi, mais je les mentionne parce que c'est des sujets qui sont bien identifiés, mais sur lesquels le travail a été engagé depuis 2 quinquennats et maintenant depuis 2 LPM, et même plus, si on reprend un peu plus de recul en termes de remontée en puissance de nos armées, mais sur lesquels le programme de travail des mois et des années à venir, jusqu'à la fin de la décennie, et même jusque... pour certains de nos programmes, je parle sous le contrôle du directeur des applications militaires du CEA, qui sait ce qu'est le temps très long, qui nous amène bien au-delà de la fin de la décennie et même bien au-delà de la décennie suivante. Toutes ces choses-là ont été bien identifiées, sont détaillées dans la revue nationale stratégique, et on pourra y revenir si vous avez des questions, mais et dans le programme de la chaire, il y a d'autres intervenants qui seront amenés à y revenir. Le deuxième défi, mais c'est un défi qui est central pour l'État, pour le ministère des Armées, pour les armées, pour l'ensemble des forces qui concourent à la défense de la nation, mais aussi derrière à l'ensemble de nos industriels, et pas simplement des grands industriels de la défense, mais de tout le tissu de la BITD, de la base industrielle et technologique de défense, et in fine de l'ensemble du tissu industriel et technologique français, de nos institutions de recherche. Donc j'insiste un peu parce que, comme on le dit, il y a beaucoup de défense en dehors du ministère des Armées. Et ça aussi, ça suppose d'être mobilisé. Le deuxième défi sur lequel je voudrais juste insister, c'est bien le défi qui concerne la deuxième partie du scénario central, c'est-à-dire celui sur les menaces hybrides. La numérisation de notre environnement quotidien et stratégique impose toute une série de passages à l'échelle, de passages au tempo, pour prendre ces deux menaces spécifiques, et ne prendre que ces deux-là, je prendrai une troisième après, sur la menace cyber et la menace manipulation de l'information, ingérence numérique étrangère. Sur la menace cyber, et je parle là sous ton contrôle et le contrôle de nos grands et illustres prédécesseurs, et en particulier, je pense ici à Francis Delon, depuis la transformation de ce qu'était la DCSSI en ANSSI, pour les spécialistes de la chose, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, résultat du livre blanc, qui pour la première fois en 2008 est devenu le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, et qui donc a élargi le périmètre de la lutte, si je puis dire. L'ANSSI a connu une évolution notable, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur du SGDSN, c'était un élément central du dispositif de protection de la nation contre les menaces cyber. Mais par exemple, pour ne prendre que cet exemple, aujourd'hui, la cybersécurité de la nation relève évidemment de la capacité de l'État, de l'ANSSI, des principaux ministères à sécuriser leur système d'information propre sur le cœur régalien de l'État. Mais évidemment, et chaque attaque aujourd'hui qui vise une collectivité territoriale, une entreprise, nous montre qu'on a besoin d'un système de cybersécurité de la nation qui est beaucoup plus distribué qu'il ne l'a été, dans laquelle la responsabilité est beaucoup plus partagée entre ce que nous faisons, nous, du côté de la défense cyber de la nation et du cœur régalien de l'État, et ce qui relève finalement de chacun d'entre nous, de l'hygiène numérique de base, de l'utilisation de nos outils numériques au quotidien, jusqu'à la sophistication d'un certain nombre de systèmes de protection, des systèmes d'information les plus sensibles d'un certain nombre d'entreprises ou de collectivités. Il y a un besoin d'investissement collectif dans la cybersécurité de la nation qui évidemment concerne l'État, mais qui va bien au-delà de l'État. Finalement, quand on regarde l'évolution de la menace cyber, elle est massive, elle est de plus en plus sophistiquée, de plus en plus distribuée. Et finalement, un certain nombre d'attaques, qu'on parle de criminalité organisée, de rançongiciel, ou aujourd'hui beaucoup de fuite de données, qui est une nouvelle modalité des attaques en cyber, y compris de criminalité organisée,
sur telle collectivité territoriale, tel hôpital, impose un passage à l'échelle de la préparation de la nation à la numérisation de notre environnement et à l'augmentation du coût de la surface de vulnérabilité et de l'agressivité des attaquants cyber potentiels. Il y a un champ énorme qui passe évidemment un petit peu par du budgétaire, mais qui passe beaucoup par des questions réglementaires et un certain nombre de directives européennes. La directive Nice 2, qui est en voie de transposition dans le projet de loi résilience qui est sur la table de l'Assemblée nationale et qui contient toute une série d'éléments très techniques d'un point de vue réglementaire, mais qui en particulier étend le périmètre d'obligations de rapport sur la détection d'incidents et un certain nombre d'obligations de protection, bien au-delà des opérateurs d'infrastructures vitales qui sont le périmètre classique par lequel on protège le cœur de la continuité de la vie de la nation. Ça, c'est un premier exemple qui suppose que chacun d'entre nous, et pas simplement du côté de l'État, mais chacune des entreprises, chacun d'entre nous, prenne la mesure de la partie de la responsabilité qui lui incombe pour que, de façon générale, finalement, et ce terme a été beaucoup galvaudé, mais il a un sens profond, la nation dans son ensemble soit plus résiliente face aux attaques cyber qui ne vont pas diminuer dans les années qui viennent. La deuxième partie de cette mise à l'échelle, je dirais, sur la partie des menaces hybrides, deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est celui des manipulations de l'information ou des ingérences numériques étrangères, qu'il s'agisse de protéger la nation en période électorale, et on rentre dans un cycle électoral entre 2026 et 2027 très spécifique, où nous avons tout lieu de penser qu'un certain nombre d'acteurs étrangers, étatiques ou non étatiques, voudront s'ingérer de façon numérique dans notre processus, pour une raison très simple. C'est que comme Viginum, la dernière née des agences de l'environnement du SGDSN et de l'institution SGDSN, qui a donc été créée en 2021 et qui est ce service à compétence nationale chargé de la protection contre les manipulations de l'information. Il n'y a pas de raison que, puisque tous les scrutins de ces dernières années en France ont fait l'objet d'ingérences numériques étrangères, et puisque tous les scrutins de nos grands partenaires européens ont fait l'objet d'ingérences numériques étrangères, on ne voit pas vraiment pourquoi et au nom de quoi la séquence des scrutins électoraux qui s'annoncent entre les municipales en 26 et les présidentielles en 27 ne serait pas aussi touchée. Autrement dit, on ne voit pas très bien du côté de Viginum et du SGDSN pourquoi, alors que tous les jours on détecte et on constate des ingérences numériques étrangères, comme par miracle, nos agresseurs et nos attaquants s'arrêteraient en période électorale. Et donc au contraire, on part plutôt du principe que puisque, comme dans le domaine cyber, ça fait partie aujourd'hui de la nouvelle normalité de notre environnement stratégique et numérique, il y a plutôt une logique à ce que ces attaques, encore une fois, de l'étranger vers notre débat numérique, s'accroissent. Et donc là, il y a toute une série d'éléments qui peuvent être très techniques en termes de moyens de détection en source ouverte, de caractérisation, qui peuvent être de protection, et c'est presque la même logique d'hygiène informatique appliquée au domaine des manipulations de l'information. La meilleure façon d'y être préparé, c'est d'y être sensibilisé et de ne pas se laisser prendre individuellement. Et puis il y a des choses qui peuvent toucher au réglementaire ou au législatif. On a par exemple développé depuis pas mal d'années tout un corpus juridique dans le code pénal, dans le code civil, dans le code électoral, dans le droit de la presse, qui forme une base juridique robuste, qui peut être complétée ici ou là. Ça sera l'objet de discussions dans les semaines et les mois qui viennent, mais qui fait d'ores et déjà l'objet d'une base juridique assez robuste, mais qui demande à être pleinement opérationnalisée et pleinement utilisée. Et puis, évidemment, dans cet environnement réglementaire-là, il y a une exigence et un besoin. Un certain nombre d'autorités politiques françaises ont eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises sur le sujet, et à commencer par le président de la République, de pleine et entière opérationnalisation de ce qu'on appelle le DSA, donc ce règlement européen sur la sécurité numérique, et qui confère à la Commission européenne, sur les très grandes plateformes, un certain nombre de prérogatives et de responsabilités qui ont commencé à être mises en œuvre à la fin de l'année dernière. La presse en est fait l'écho. Un certain nombre d'injonctions et d'obligations, mais qui prennent dans cet environnement des menaces hybrides une dimension tout à fait spécifique et particulière pour la protection de la nation et finalement pour la protection de deux biens publics essentiels que sont notre souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à décider seul, sans ingérence étrangère dans notre débat numérique, ce que nous voulons faire de notre avenir politique, et deuxièmement, à préserver, au-delà de notre souveraineté, la capacité de nos compatriotes à former librement et à l'abri d'ingérences
leur propre opinion, c'est-à-dire finalement la défense des institutions de la République. Et autour de ces deux mots que sont souveraineté et République, il y a, je le constate en tout cas aujourd'hui, une grande convergence pour cet effort que nous avons engagé de durcissement du dispositif de protection des élections et du cycle électoral dans lequel nous rentrons vis-à-vis des ingérences numériques étrangères. Le troisième exemple que je voudrais prendre dans la partie des menaces hybrides, je l'ai évoqué rapidement, c'est celui de la question qui a beaucoup fait parler publiquement, qui est celui de la menace de drones. Et dans cette affaire-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les travaux sont en cours, mais quand on parle drone, aujourd'hui, on pense beaucoup, et c'est normal, et nous aussi d'ailleurs, dans l'État, à l'Ukraine. On y pense beaucoup, matin, midi et soir, hein, d'abord parce que les Ukrainiens se battent face à une menace de drone au profit de la sécurité de l'ensemble de l'Europe et des Français, mais aussi parce que ça nous dit beaucoup de l'évolution du champ de bataille et surtout, plus encore, de l'évolution technologique qui est en train de se produire. Et ce que cette évolution technologique nous dit, c'est que la menace n'est plus simplement une menace de nature militaire classique, de gros drones militarisés, mais qu'elle provient de plus en plus de l'incorporation dans des manœuvres, en l'occurrence sur le territoire ukrainien, de nature militaire conventionnelle, de technologies importées du civil à bas coût, capables d'être produites en masse et d'avoir des effets stratégiques par l'accumulation d'un certain nombre d'effets finalement individuellement limités. La question qui nous est posée n'est pas la transcription d'un scénario ukrainien sur le territoire national, sinon on serait en décalage avec le paragraphe 112 de la Revue nationale stratégique. Et on a beaucoup de défauts, mais on essaye de ne pas avoir celui de l'incohérence. Et donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet qui nous est posé, c'est l'utilisation de ce type de menaces, donc de drones importés du monde civil, concrètement, à des fins de sabotage, pour dire les choses, et de menaces de sécurité nationale sur toute une série d'installations civiles diverses et variées. Vous avez vu l'impact qu'a pu avoir dans certains pays européens amis et pourtant bien organisés, en particulier sur le trafic aérien autour de certains aéroports. Eh bien, à partir de cela, il y a tout un chantier à conduire qui vise là aussi à préparer la nation et pas simplement les fondements du cœur régalien de l'État, pas simplement le fondement des bases militaires ou des sites les plus sensibles ou des opérateurs d'infrastructures critiques, mais finalement plus largement que cela, comment est-ce qu'on durcit un certain nombre d'endroits à des menaces de sabotage au sens large qui pourraient être utilisées et instrumentalisées s'ils étaient multipliés de façon massive dans un temps assez court et avoir des conséquences de sécurité nationale. Donc je ne prends que ces trois exemples-là, mais finalement, dans l'ensemble du champ des menaces hybrides, on a un défi devant nous qui est le passage à l'échelle et dans le tempo de la menace, de la protection de la nation. Encore une fois, pas pour nous protéger de façon mécanique, de façon à ce que la menace ne soit jamais réalisée, parce que nous savons qu'elle est et qu'elle sera réalisée, mais que, et c'est là qu'on revient à la stratégie nationale de résilience, que collectivement, comme nation, nous soyons capables d'encaisser des coups et de revenir le plus rapidement possible à un fonctionnement le plus normal possible. Le troisième défi, et je terminerai par là, il est d'intégrer ces deux dimensions-là. Et donc, ça nous ramène vraiment au cœur du problème posé dans le titre de cette intervention, qui porte sur l'intégration civilo-militaire. Faire les deux parties en même temps, ça présente toute une série de conséquences sur, par exemple, pour parler de la première partie du scénario, si vous êtes amené à monter en force vos capacités militaires, en préparation, ça a un impact sur le territoire national, en termes de transport, de système de santé, de logistique, d'énergie, toute une série de choses extrêmement pragmatiques et opérationnelles, de la logistique, qui est l'essentiel du fonctionnement et de la montée vers une hypothèse d'engagement majeur. Et donc cet impact sur le territoire national, il faut s'y préparer, il faut le penser, il faut l'organiser. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à faire ça. Tous nos partenaires en Europe le font, dans un cadre de l'Union européenne ou de l'OTAN, ou à titre national. Et donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on planifie, on s'exerce, et on va encore s'exercer cette année, de façon à envisager toutes les conséquences de cette partie-là. Mais évidemment, si en même temps que cette première partie, vous avez une augmentation tendancielle des menaces hybrides,
vous avez une tension qui va peser croissante sur vos forces de sécurité intérieure. Et donc, vous avez une tension multipliée par 2, ou je ne suis pas un grand matheux, mais je ne sais pas si c'est multiplié par 2 ou si vous faites ça en exposant au cube ou je ne sais quoi. Bref, en tout cas, c'est beaucoup plus important en termes de tension sur vos forces de sécurité. Et donc, vous avez là aussi besoin de planifier, de penser l'intégration civilo-militaire d'une double manœuvre qui va peser sur le territoire national. Et ça aussi, ça se planifie, ça se pense, ça s'exerce, ça se prépare et ça se décline territorialement. Et c'est sur ce point que je voudrais finir. Parmi les grands axes que nous nous sommes donnés à nous-mêmes collectivement au sein de l'État, sur la mise en œuvre de la revue nationale stratégique, il y a un des défis qui est celui de la territorialisation. Souvent, une revue nationale stratégique ou un livre blanc, une fois que c'est fini, sauf si on le met sur une étagère, mais si on considère que c'est vraiment un document stratégique qui doit guider l'action, la plupart du temps, ça se traduit dans une loi de programmation militaire, c'est-à-dire dans des conséquences budgétaires sur l'augmentation du budget des armées ou la réorientation d'un certain nombre de capacités militaires nécessaires pour faire face à l'environnement stratégique tel qu'il a été décrit. Et c'est indispensable, et il faut le faire. D'où la décision du président de la République et du gouvernement d'actualiser la loi de programmation militaire dans laquelle nous sommes engagés. Mais si on s'arrête là, au regard de l'intégration civilo-militaire du scénario central, on aura fait, je ne sais pas quelle proportion, mais même pas un petit tiers de ce qu'il faut qu'on fasse pour que la nation soit prête à ce que nous avons écrit dans la revue nationale stratégique et à ce scénario central. Et donc, pour faire ça, évidemment, il faut la mobilisation de tous les ministères et de toutes les administrations, mais on a besoin, in fine, d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, collectivités territoriales, c'est-à-dire évidemment les zones de défense, mais aussi les départements, le couple maire-préfet, les départements, les régions. On a besoin des partenaires sociaux et des entreprises parce qu'elles sont nécessaires. On a besoin des instituts de recherche et de développement scientifique et technologique. Et in fine, on a besoin de chacun et chacune d'entre nous. La raison pour laquelle, in fine, ce qui au départ s'appelait le guide de la résilience et qui a fait couler beaucoup d'encre, y compris dans certains hebdomadaires du mercredi, mais qui depuis ont été diffusés et sont disponibles sur le site internet du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ce petit guide de la résilience s'appelle in fine tous responsables. Derrière ce tous responsables, c'est pas un hasard ni une coïncidence, c'est que la résilience de la nation suppose que chacun a sa place et nous n'avons pas tous le même degré de responsabilité. L'État régalien a une responsabilité essentielle, mais nous avons tous chacun à notre place une petite partie de la responsabilité comme société et comme nation pour nous préparer dans les différents pas de temps qui sont devant nous, le court terme, le moyen terme à la fin de la décennie et la décennie prochaine, pour que ce scénario central ne se réalise pas. Et la meilleure façon qu'il ne se réalise pas, in fine, c'est d'y être prêt et que chacun et chacune, tous à sa place, avec sa partie de responsabilité, nous nous préparions. Et c'est la meilleure façon que nous aurons d'être fidèles à ce qui est notre vocation, qui est de préserver notre cadre et nos institutions démocratiques et républicaines dans un ensemble européen soumis à rude agression. Merci Nicolas pour ce propos très clair, très acéré. Peut-être reprendre le questionnement par là où tu le termines, c'est-à-dire la question de l'intégration civilo-militaire et simplement marquer les étapes franchies dans les prises de conscience. Je me souviens que face à la problématique du terrorisme, on disait chacun doit être son acteur de la sécurité. Et là, ce qu'on évoque, c'est une réponse qui peut être plus collective dans la sollicitation de la société. Alors, je sais que tu l'avais évoqué, d'autres l'ont évoqué, mais il y avait ce vieux cadre de la loi de mobilisation de la nation en temps de guerre, qui évidemment n'est pas du tout adéquat par rapport à ça. Le calendrier parlementaire ne permet peut-être pas de faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, je ne sais pas comment, de cadres, de réformes qui permettent de plus facilement mobiliser les acteurs de la société civile, notamment face à ces menaces hybrides? On peut avoir besoin de plus d'ingénieurs informatiques, on peut avoir besoin, et ça touche évidemment des menaces qu'on qualifierait d'ennemis, mais potentiellement aussi des désordres naturels, des catastrophes naturelles, où tout d'un coup on aurait besoin d'un effet de masse plus collectif que simplement
voilà, la discipline que chacun doit avoir, son hygiène informatique, les précautions à prendre, etc. Oui, tu as tout à fait raison sur la double dimension. Sur la partie juridique ou de la loi, on verra ce que seront les choix in fine faits et comment tout ça trouvera son chemin dans le processus législatif. Donc je ne vais pas ici en public préempter les choix du gouvernement. En revanche, il y a juste un point sur lequel je souhaiterais insister, c'est qu'il faut faire attention aux faux débats. On a besoin probablement, c'est ma conviction, de faire évoluer à tel ou tel endroit quelques éléments précis de notre cadre juridique et législatif ou réglementaire. En revanche, il faut faire attention à ce qu'on revienne toujours à une analyse précise et contextualisée de la menace. Autrement dit, une partie des textes que tu évoques sont fondamentalement liés à un scénario d'envahissement du territoire national. Adéquat. C'est pas de ça dont on parle. Et donc, il faut qu'on fasse attention. S'il doit y avoir un débat autour de cette loi de mobilisation ou autour de ce qu'on appelle la DOT, la défense opérationnelle du territoire, on ne se trompe pas de débat. Et il ne faut pas que ça devienne une espèce de trou noir qui absorbe les énergies au détriment des vrais sujets juridiques qui peuvent être posés sur l'adaptation de tel ou tel cadre qui, pour le coup, est nécessaire au regard du scénario central. La deuxième partie sur laquelle je te rejoins, et je ne l'ai pas évoquée par manque de temps, mais évidemment, dans la mise en œuvre, il y a un énorme sujet qui est en train d'être traité. Le président de la République a fait quelques annonces sur la dimension service national, mais je le mets au-delà de cette question-là du service national, c'est la question des réserves. Et il y a dans un certain nombre de ministères, d'administrations publiques, centrales ou déconcentrées, des plans qui ont déjà été évoqués d'augmentation de la part des réservistes, de ce qu'on appelle la RO1, RO2, c'est vrai dans les armées. Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major des armées successifs ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. C'est la même chose, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, évidemment le directeur général de la sécurité civile serait beaucoup plus compétent que moi pour aller dans le détail de pourquoi et comment on a besoin de renforcer ces dispositifs-là. Mais je dirais qu'on a besoin aussi de réfléchir à la mobilisation de l'ensemble des compétences présentes sur le territoire dont on aurait besoin dans le scénario de crise que j'ai mentionné et qui irait bien au-delà de la question stricto sensu des réserves des forces de sécurité intérieure ou des forces de sécurité au sens strict du terme. Il y a une réflexion que nous avons engagée sur l'ensemble de la dynamisation de notre dispositif de réserve, tous azimuts. Moi, ce que je constate, parce que je voyage beaucoup en région, dans les départements, pour aller présenter la revue nationale stratégique, pour engager le dialogue avec l'État déconcentré, avec les collectivités territoriales et avec les Françaises et les Français. Je constate partout une volonté d'engagement, un besoin d'engagement, mais il faut être honnête, notre cadre de l'engagement, il est singulièrement compliqué. Et ça fait maintenant 10 mois que je suis dans mes fonctions et je ne suis pas encore totalement sûr d'avoir intégralement compris la totalité des cadres de réserve qui sont aujourd'hui disponibles sur le territoire national. Donc je me dis qu'il y a probablement quelque chose à faire du côté de la dynamisation et de la simplification de notre dispositif. Donc ça fait partie des chantiers, comme tu l'as dit, qui sont devant nous. Bon, peut-être une deuxième question. Alors le scénario structurant, oui, qui est dimensionnant pour le reste, ouais, et je pense que ce choix qui a été fait dans la revue stratégique était le bon de ne pas se disperser, mais il y a toujours eu adopté d'autres missions. Je pense à la projection, il y avait bien un scénario dimensionnant la projection extérieure. Et donc la question qui se pose, c'est, me semble-t-il, c'est l'articulation entre ce scénario structurant, ce qu'on appelle le modèle général et complet français, et je dirais la pertinence du rayon d'action d'emploi. Si c'est un scénario structurant continental, ou est-ce que c'est un scénario qui est plus polyvalent et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être voilà, un point qui mérite d'être questionné dans la défense d'un modèle général et complet. Mais s'il est général et complet, ça veut dire qu'effectivement, on envisage de pouvoir projeter en mer de Chine un porte-avions nucléaire un jour, ou qu'on puisse être aussi bien dans le cercle arctique que dans les espaces indo-pacifiques. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Et d'accord, le scénario, lui, il a le mérite d'être très structurant, très cohérent, mais est-ce qu'il n'y a pas un point d'élasticité maximale de notre modèle d'armée selon les hypothèses, qui sont aussi des hypothèses structurantes
dans quel scénario de guerre, qui ne se passe pas sur le territoire national, on risquerait d'être engagé. Je comprends la question, mais je ne pense pas. Paragraphe 161 de la Revue nationale stratégique, qui est la référence à ce par ordre de priorité que je mentionnais, la revue stratégique ne dit pas qu'on va privilégier le scénario central dans sa dimension défense territoriale de l'Europe sur le reste. Ce que la revue nationale stratégique dit, c'est qu'on ne va pas faire exactement la même chose au même niveau d'intensité, avec les mêmes capacités, selon l'endroit géographique où on va être. Ce qui est honnêtement le niveau de l'évidence. Et donc, ce que nous avons simplement dit, c'est qu'il n'y a d'ailleurs à aucun moment de cette revue nationale stratégique de renoncement en termes de zonage géographique, par exemple. Et donc, cette revue nationale stratégique ne dit pas que nous n'avons pas... Au contraire, elle réaffirme que nous avons une stratégie Indo-Pacifique, par exemple. Sauf qu'on ne fera pas exactement la même chose, pas exactement avec les mêmes moyens, ni en termes de volume, ni en termes de disponibilité, ni en termes d'ambition, dans telle ou telle région du monde au regard de la défense de l'Europe. Et donc, c'est cet effort que je trouve, à titre personnel, un effort salutaire de sincérisation de la revue nationale stratégique qui a été réalisé pour expliquer qu'on a une ambition qui reste extrêmement élevée, mais qui se décline de façon différenciée par ordre de priorité en fonction des zones ou des sujets dans lesquels on va s'engager. Donc, c'est important, effectivement, de le préciser complètement, de clarifier ce point. Alors, peut-être la dernière question, c'est qu'on voit bien, enfin, dans la description, dans le paysage, dans la manière d'appréhender les choses, qu'à la fois, on peut être amené à être des engagements dans des conflits plus lourds, sans que nécessairement le territoire national soit touché, mais la société fortement impactée dans des logiques d'intimidation. Et donc, ça c'est une question qui est évidemment difficile, mais comment on imagine, parce que les menaces hybrides, tu les as très bien décrites, tant qu'elles sont des piqûres, tant qu'elles sont des déstabilisations, tant qu'elles sont... Mais à partir de quand on imagine que le caractère inacceptable de la menace hybride fait qu'on bascule dans une réponse militaire? Je sais que ce n'est pas une question du tout facile. On l'admet, mais on l'admet quand même en principe. Voilà, c'était pour te laisser... Bon, ça, un certain nombre de stratégies, au-delà de la revue nationale stratégique en tant que telle, y compris certaines stratégies que tu as pu piloter en ton temps, ont répondu à cette question. Oui, mais elles ont toujours répondu en ne spécifiant jamais publiquement le seuil. Et donc oui, à un moment ou à un autre, certains types d'agressions hybrides pourraient, pour reprendre des catégories juridiques, franchir le seuil de l'agression armée tel qu'on l'a défini en droit international public et en droit français. Est-ce que nous avons jamais spécifié à l'avance publiquement la nature de ce seuil? La réponse est non. Et par ailleurs, il n'y a aucun intérêt à le faire. C'est pour montrer la population de la concurrence. C'est deux domaines qui sont joints dans le même temps. Il y a un moment où ils peuvent se rejoindre. Exactement. Et ça, fondamentalement, c'est pas quelque chose qui, par ailleurs, pour être un praticien des questions de défense et de sécurité nationale, même si on voulait le définir a priori, y compris de façon très confidentielle et classifiée, la vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche dans la République et dans l'État. C'est que cette question, elle est tranchée. C'est un peu comme la question des lignes rouges. Vous savez, cette question-là, elle n'est tranchée que quand elle est franchie. Et donc, le seuil de l'agression armée, il est tranché quand le président de la République a décidé qu'il était franchi. Merci beaucoup. Alors, je laisse maintenant les questions à la salle en rappelant le principe, les étudiants en premier et le micro passe. Mais ils sont en premier. Je sens qu'Isabelle veut poser une question, mais tu la poseras tout à l'heure. Alors, je vous en prie. Bon. Merci. Merci, messieurs, pour vos interventions. Et monsieur Roche, vous avez cité 2 partenaires internationaux, mais vous ne les avez pas mentionnés spécifiquement. D'une part, est-ce qu'on pourrait les connaître? Et d'une part, pourquoi ne pas les avoir cités lors de vos interventions? Merci. Oui. Bonsoir. Oui,
Laure Torca, étudiante en philosophie politique et éthique. On a une question avec ma collègue. De qu'est-ce qu'une nation au regard des difficultés que rencontrent les jeunes, notamment pour intégrer le monde du travail français en ayant la chance d'être bien diplômés, alors même que les puissances étrangères cherchent à les intégrer dans leur société? Et de manière plus générale, comment parler de résilience aux Français alors que l'inflation augmente, tout comme les extrêmes en politique, qui ont comme conséquence de mener les individus à devenir cyniques et à se détourner des affaires collectives. J'ai essayé de faire court. Voilà. Normalement, c'est bon maintenant. Merci pour cette présentation. J'avais une question un peu plus technique, précise sur l'intégration civilo-militaire. On voit que les déclarations du chef d'état-major des armées peuvent provoquer des grandes réactions dans la presse. Il y a des sujets qui sont très précis, notamment sur les questions de dissuasion. Donc, comment réussir à faire infuser ces sujets-là au sein de la société d'un point de vue un peu plus précis et lié à l'éducation aussi, parce que c'est vrai que la RNS est un bel ouvrage, mais le faire aller jusqu'à toutes les franges de la population, est-ce qu'il y a des méthodes particulières, notamment des liens avec les universités aussi? Est-ce que vous auriez des exemples un peu plus précis sur ces aspects-là? Merci. Ok. Question pour le 16e. Sur la première question, en fait, la vérité, c'est qu'on a consulté la totalité de nos partenaires européens et atlantiques, de l'espace atlantique. La question, c'est de savoir qui on a fait avant et qui après. Et ça, la seule réponse, vous savez, on vit dans un univers où les journées n'ont que 24 heures. On n'a pas encore franchi les limites de la physique. Et donc, on a fait ce qu'on a pu. Évidemment que si on avait eu un peu plus de temps, on aurait fait plus avant. Et donc, tous les partenaires qu'on n'a pas eu le temps de consulter avant la finalisation de la revue nationale stratégique, on les a traités après. Moi, ce qui me frappe dans toutes ces consultations internationales qu'on a conduites avant ou après, et en particulier auprès de la totalité de nos partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN, pour dire les choses, c'est l'extrême convergence de nos analyses, de notre définition de notre environnement stratégique et de la quasi-totalité des recommandations qu'on a inscrites dans la revue nationale stratégique. J'ai d'ailleurs, y compris comme diplomate, pas forcément quelque chose auquel je m'attendais à ce point-là, mais il y a une très grande convergence. Si vous lisez les quelques documents qui ont été publiés en allemand, en anglais, en suédois ou en finlandais, ou leur traduction, vous verrez qu'il y a beaucoup de convergence, avec quelque chose qu'on sous-estime, qui est la nécessité, dans toutes ces réflexions stratégiques, de prendre toujours en compte la double dimension géographique et historique. Et donc le paragraphe 112, nous, on peut l'écrire, au regard de notre histoire et de notre géographie. Tout le monde en Europe ne l'écrirait pas de la même façon, et d'ailleurs, on ne l'a pas écrit de la même façon. Donc ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. Et ça veut dire que la plupart des solutions ou des pistes de travail qu'on a identifiées sont vraiment des pistes de travail communes en Europe. Sur la deuxième question, j'ai assez peur que ça ne dépasse très largement et mes compétences et mon mandat. Alors, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale est une institution puissante, avec un champ de compétences extrêmement large, mais pour le coup, nous nous arrêtons au périmètre de nos compétences, qui ne relèvent que de la politique de défense et de sécurité nationale. Donc, je ne me sens pas très en compétence pour répondre très directement à votre question. Et donc, je m'en arrêterai là. Sur la partie, sur la dernière partie que j'ai oubliée. C'était sur comment faire prendre conscience. Ah oui, ouais. Non. Ouais. Et c'est vrai, quand on regarde des sondages, par exemple, sur les vous m'entendez pas, mais il a compris ce que je veux dire. Il va y répondre. D'abord, c'est pas une boutade, mais si je suis là, c'est quand même pas par hasard. Donc, si j'ai répondu bien volontiers à l'invitation de Louis, et en particulier dans cette enceinte avec en particulier les étudiantes et les étudiants, c'est pas un hasard.
c'est pas un hasard non plus si parmi les orientations que nous nous sommes fixées à nous-mêmes, il y a ce besoin de passer du temps dans les régions, les départements, de ne pas se concentrer uniquement sur Paris, mais d'aller voir. Et encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a de la défense et de la sécurité nationale partout et bien au-delà des cercles d'experts. Après, par rapport à ce que vous évoquez, y compris sur les propos du chef d'état-major des armées au Congrès des maires de France, et là, j'espère que c'est pas que le chartiste qui parle, mais il faut quand même toujours revenir au texte. C'est pas très compliqué de lire quand même. Et donc, ce qui a été dit correspond au paragraphe 112 de la RNS. Et donc après, évidemment, on vit dans un environnement numérique ou médiatique particulier avec de la polémique. C'est ce qui fait le sel du débat politique. Mais on peut aussi, tous et chacun, aller lire. Et ce que je ne partage pas dans la prémisse de votre question, c'est que nos compatriotes, finalement, ne peuvent pas lire et comprendre ce qu'on a dit et écrit. En fait, moi, je pense que c'est parfaitement compréhensible. Partout où je me déplace, dans les départements, dans les régions, on ne vient pas me voir pour me dire « j'ai pas compris, c'est pas disponible ». On vient me voir pour me dire d'abord, c'est intéressant, ce qui est écrit là-dedans, et ça nous permet de le comprendre, et on a pris le temps de le lire. Les gens ont pris le temps de le lire. Et deuxièmement, la principale question, c'est une question de l'action. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est une réflexion qui m'est venue. Comme vous le savez, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, donc je ne suis pas le meilleur connaisseur de mon propre pays. Mais depuis que je suis revenu sur le territoire national, je suis frappé du fait que finalement, un élément d'angoisse ou d'anxiété ou d'inquiétude qui parfois peut nous étreindre tous dans nos familles ou dans notre environnement, tient moins à la compréhension fine de l'environnement stratégique, des menaces et des risques, de la façon dont on les décrit, mais du besoin d'action et d'engagement. Et c'est pour ça que dans cette revue nationale stratégique, au-delà de ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la transparence, de la sincérité dans les termes qu'on emploie, pour dire les choses différemment, qu'on appelle un chat, et qu'on n'utilise pas trop de périphrases technocratiques. Il y a une exigence d'action, et donc ça suppose que chacun, et je pense que c'est là qu'est la clé de notre affaire, c'est que chacun, on doit se poser la question de ce qu'on peut faire à notre place avec nos compétences, afin que tout simplement nos institutions, notre République, notre modèle démocratique et européen soient protégés comme il doit l'être. Peut-être étant libéré des contraintes aussi des fonctions. Et c'est vrai mais tu l'as dit, il y a une ambiance qui est forcément plus inquiète, vu les tensions internationales et que la population ressent. Ce qui m'a frappé, c'est au fond, alors que la volonté du SEMA était de s'adresser à des élus de terrain, que peut-être que le message il se sera adressé à des représentants de la représentation nationale, etc. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est lié à l'évolution de notre politique de défense, au fait que je fais mon service militaire, un maire connaissait forcément tous les chefs-lieux de canton, il y avait un colonel. Alors je n'y réponds pas, mais dans les premières réactions qui sont venues d'un certain nombre d'édiles ou d'élus, c'est il n'y avait pas une distance par rapport à ce qui était l'habitude, le quotidien de la vie avec des militaires à proximité dans chaque département. Est-ce que c'était ça que ça traduisait, ou est-ce que c'était une réaction plus générale à l'inquiétude du moment ? Mais en revanche, comme tu le dis, ces propos étaient à la fois conformes aux objectifs de notre politique militaire, et pour un chef militaire qui malheureusement forcément était dans sa vie confronté à des décès. La République, elle ne fait pas la différence entre un appelé, un engagé ou un volontaire mort au combat. Donc simplement le rappeler, c'était à mon avis sa mission. Et alors pourquoi ça n'a pas été compris sur le moment ? Mais je crois que ça a été juste un moment, peut-être comme je le dis, le moment où ça a été dit, l'instance, mais en réalité... c'était un propos qui à la fois était celui de l'exigence globale de sa mission. Mais c'est vrai, et c'était là la question, c'est vrai que quand on voit dans les sondages les réponses à la question de l'engagement militaire, à la problématique de la guerre, n'obtient pas les mêmes scores selon les générations, selon les professions, les engagements. Et donc, il y a certainement une nécessité de travail politique, de travail intellectuel, de travail idéologique, parce que c'est vrai qu'on vit
plus ce moment qui a été celui de l'après-guerre froide, qui est un moment plus paisible, qui est un moment de pacification des relations internationales. Voilà, on vit dans un autre moment, hélas. Non, juste un point juste pour compléter ce que tu dis, moi je pense que c'est un besoin de rigueur intellectuelle. Quand je dis retourner au texte, c'est le fondement. Je nous place sur un autre terrain qui est celui des manipulations de l'information. Le premier réflexe que dans un certain nombre de nos formations, notamment ma formation de base, on nous apprend, c'est simple, c'est aller au texte, critiquer les sources, comprendre leurs conditions de production matérielle et intellectuelle, et regarder le détail dans toute la rigueur de ce qui est vraiment écrit ou de ce qui est vraiment dit. C'est-à-dire de ne pas tronquer, de ne pas prendre une phrase plutôt qu'une autre. Cette exigence-là de rigueur intellectuelle, elle est au fondement de notre modèle démocratique et rationnel. Donc après, on peut polémiquer, mais nous, en tout cas, notre travail à nous, hauts fonctionnaires dans l'État, en responsabilité sous les instructions et la direction de nos autorités politiques, de la politique de défense et de sécurité nationale, c'est d'avoir ce niveau d'exigence et de rigueur vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, un autre cycle de questions. Là-bas, je vois. Vous m'entendez ? Oui, ce serait pour vous demander d'approfondir sur la question cyber. On a vu, et notamment en Europe, je pense à l'exemple de la Roumanie, où on a eu des ingérences étrangères qui ont eu des conséquences vraiment énormes sur les institutions démocratiques. Et donc, pour vous, vous l'avez mentionné, mais quel est le niveau de risque en France dans une démocratie qu'on considère souvent comme solide, mais on voit qu'en ce moment, les démocraties qu'on considérait comme solides le sont parfois de moins en moins, avec notamment ces nouveaux outils, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux qui ont une profondeur très forte dans certaines régions des pays. Donc là, je reprends l'exemple de la Roumanie, dans la ruralité, où une information sur TikTok était perçue comme plus fiable qu'une information donnée par des journalistes. Et donc, quand on voit tous ces éléments, est-ce que vous pensez que la France court un vrai risque en 2027 ? Ou est-ce que vous pensez que nos institutions sont plus solides que celles de la Roumanie ? Merci. Je voulais un point de clarification sur le paragraphe 113 qui commence par « La réalité de la menace russe est désormais sans équivalent pour les intérêts de la France et de l'Europe ». Juste pour bien saisir la nature de la menace que vous décrivez, est-ce que vous pourriez nous détailler quels sont selon vous les intérêts nationaux français qui sont précisément affectés aujourd'hui par la Russie ? Moi, je peux y aller. Bonsoir. Je vous remercie pour votre présentation fort intéressante. Donc, vous avez évoqué un certain nombre de scénarios fictifs d'attaques ennemies. Ma question, c'est quels sont vos potentiels ennemis ? Quels sont vos ennemis potentiels ? Et accessoirement, une autre question, certainement la réponse se trouve dans la revue que je n'ai pas encore lue. Quels sont vos défis en cas de guerre biologique ? Quels sont vos défis en cas de guerre biologique ? Voilà. Merci. Et ça fonctionne. Alors j'ai une question pour vous qui nous vient des internautes, qui est la revue nationale stratégique présente la relation transatlantique comme étant en phase d'incertitude. Et quelles seraient alors les conséquences d'un désengagement américain pour la sécurité européenne ? Non. Ça marche plus ? Si. Avec des réponses plus ou moins précises dans ce format-là, en fonction des questions. Vous allez voir ce que c'est que d'être un diplomate.
Enfin, j'espère. Autrement, peut-être que j'ai plus de job demain. Sur la première partie, je crois qu'il y a une précision sur les termes. Hein, et vous avez parfaitement raison. Je constate que souvent, on emploie de façon un peu indifférenciée la question de la menace cyber et la question de la menace d'ingérence numérique étrangère ou de manipulation de l'information. Et s'il y a toute une série de recouvrements possibles, notamment en lien avec la numérisation de notre société et des usages, c'est quand même deux menaces de nature très différentes. Ce qu'on appelle menace cyber, c'est vraiment de l'intrusion informatique dans un système d'information à des fins de captation de données, de dénaturation de données ou de tout simplement supprimer la possibilité que le service soit disponible. Ou de sabotage physique d'ailleurs. C'est tout cet ensemble-là. Les choses auxquelles vous faites référence, nous, on les classifie plutôt, même si c'est du domaine de la sécurité numérique, dans le champ des manipulations de l'information, ou pour être encore plus précis, des ingérences numériques étrangères. Dans le décret qui a créé Viginum à l'été 2021, vous avez 4 paramètres qui définissent ce qu'est une ingérence numérique étrangère. Comme son nom l'indique, d'abord, il faut que ce soit un acteur étranger, une puissance étatique ou non étatique étrangère. Mais les éléments essentiels, il y a une partie sur des faits manifestement inexacts ou trompeurs, mais évidemment, il faut que ça soit d'une sévérité suffisante pour porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais l'élément clé dans cette affaire-là, c'est la diffusion massive et inauthentique de contenu par des moyens numériques. Et toute la clé dans la manipulation de l'information, l'ingérence numérique étrangère, elle est vraiment centrée autour de cette notion d'utilisation d'outils numériques inauthentiques à des fins en fait de tromper le lecteur, l'internaute, celui qui utilise le réseau social. Qu'est-ce qu'on a vu en Roumanie, qui a été documenté par Viginum dans un rapport qui a été publié? C'est une manœuvre d'ingérence étrangère d'un acteur étranger, en l'occurrence la Russie, qui a utilisé des moyens inauthentiques, c'est-à-dire tout un réseau de faux comptes, soit utilisés ou administrés avec des bots, soit tout simplement un réseau de trolls, qui sont venus s'ingérer au sens plein du terme dans un débat numérique national pour faire croire à l'électeur que c'était un débat numérique autonome, propre, qui avait sa dynamique nationale propre, alors que c'était directement une manœuvre d'ingérence étrangère visant à tromper clandestinement les gens. C'est ça dont on parle. En Roumanie, ça a atteint un niveau dont le juge a estimé que, pour le traduire en droit français, ça portait une atteinte manifeste à la sincérité du scrutin. Une altération manifeste de la sincérité du scrutin. Et donc, le juge constitutionnel roumain a été amené à annuler l'élection présidentielle parce qu'il a constaté non seulement qu'il y avait eu une manœuvre d'ingérence numérique étrangère pendant la campagne électorale, c'est-à-dire définie précisément par cette infrastructure numérique d'attaque inauthentique et clandestine ingérée dans le débat numérique roumain, mais aussi parce que l'impact, et ça c'est très difficile à mesurer a priori, mais a posteriori, comme tout juge de l'élection, il a essayé de porter une évaluation pour vérifier si ça avait eu un impact significatif, si ça avait vraiment manifestement altéré la sincérité du scrutin. Et la réponse à laquelle le juge est arrivé, c'est que oui. Et donc c'est sur cette base-là qu'il a annulé le scrutin. Est-ce qu'on est susceptible d'être soumis au même risque? Ce qui est différent de savoir si on est prêt ou pas. Si on a des institutions qui sont prêtes ou pas. Ben évidemment qu'on est soumis au même risque, et pas en 27, en 26. C'est l'évidence même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puisque tous les jours, on a des ingérences numériques étrangères, plus ou moins sévères, plus ou moins graves, pourquoi, au nom de quoi, voudriez-vous que ces ingérences, subitement, par miracle, s'arrêtent en période électorale, en 26 ou en 27? Il n'y a aucune raison. Donc évidemment qu'on va être soumis à ce risque-là. En tout cas, c'est l'hypothèse de base que nous faisons, et nous serions irresponsables si nous ne partions pas de cette hypothèse de base. Ensuite, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ce risque? La meilleure façon de protéger la nation, le processus électoral vis-à-vis d'un risque de cette nature-là, c'est la sensibilisation, c'est l'explication. Ça veut dire quoi? C'est quoi une ingérence numérique étrangère? Pourquoi un scrutin municipal est susceptible d'y être soumis? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de préparation, en termes de vigilance, en termes de détection précoce? Qui peut jouer un rôle? À qui s'adresser? Quels sont nos outils mobilisables et nos leviers de réponse en cas de détection? Toutes ces choses-là, elles sont assez clairement identifiées. Si ça vous intéresse, sur le site internet du SGDSN, dont je fais décidément une publicité éhontée ce soir, vous avez un petit guide qui a été préparé par Viginum à destination des équipes de campagne et des candidats aux municipales, qui décrit très précisément
toute une série de recommandations, de définitions, d'éléments de sensibilisation et de points de contact. Et c'est collectivement, c'est une forme d'immunisation collective dont on a besoin. Et moi, je crois qu'on est assez bien placé, en fait, dans nos institutions, au regard de ce que je disais tout à l'heure du dispositif juridique qu'on a. On peut l'améliorer et j'espère qu'on va l'améliorer, mais on a de quoi faire face. Un tout petit point à l'intérieur sur la question spécifique que vous avez mentionnée de l'intelligence artificielle. C'est un vrai très grand champ d'action. Je ne l'ai pas beaucoup mentionné, il est mentionné directement dans la RNS. Le sommet sur l'intelligence artificielle que le président de la République a tenu l'an dernier a abouti, parmi beaucoup d'autres choses, à la décision de création d'un institut qui s'appelle l'Institut national de l'évaluation et de la sécurité de l'intelligence artificielle, l'INESIA, que j'ai l'honneur de présider, de co-présider avec nos amis et collègues du ministère de l'économie et des finances. Et c'est vraiment un élément essentiel parce que nous avons besoin collectivement de mesurer beaucoup plus précisément ce que le déploiement de systèmes opérationnels d'intelligence artificielle dans nos systèmes d'information peut avoir comme impact en termes de gestion du risque. Et il y a des éléments qui relèvent de la manipulation de l'information. Aujourd'hui, Viginum a déjà caractérisé et détecté de l'utilisation de l'IA à des fins de diffusion massive. On pense tous au deepfake, c'est-à-dire à cette création de vidéos qui sont difficiles à distinguer du réel. C'est vrai, c'est un sujet. Mais par exemple, aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle est très frappante pour de la diffusion massive de contenus répliqués, mais avec quelques petites différences dans chacune des répliques ou de changements de langue qui permet de contourner les quelques dispositifs de modération qui restent sur les plateformes. Et donc aujourd'hui, vous avez une utilisation opérationnelle de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans une question d'ingérence numérique, c'est-à-dire de diffusion massive automatisée par de l'intelligence artificielle de contenu inauthentique. Et donc il y a beaucoup d'autres sujets sur les questions d'intelligence artificielle sur lesquels il y a du travail à faire, mais j'en profite parce que c'est vraiment un des axes d'efforts et de travaux des administrations publiques et de nos instituts de recherche très importants. Deuxième élément, et qui relève d'ailleurs de la lutte contre les manipulations de l'information et du cyber, mais chaque fois avec des logiques assez différentes. Deuxième question sur la Russie et le paragraphe 113. Pour être très honnête, je pense que tout est écrit dans la première partie, donc je pourrais vous la lister longuement. Il se trouve que, honnêtement, nos autorités politiques nous ont demandé d'être très honnêtes et très directs dans la description de ce que la Fédération de Russie posait comme question de menace au regard de la sécurité de l'Europe et de la France. Honnêtement, il n'y a pas que le paragraphe 113, toute la première partie est jalonnée de réponses à votre question, et donc je vais m'en contenter à ce stade. Troisième question, sur quels sont nos ennemis. C'est très intéressant. D'abord, il y a un petit livre passionnant qui a été fait par un ancien ministre de la Défense qui s'appelle « Qui est l'ennemi ?», auquel je vous renvoie, qui a été publié en 2015, y compris la définition de ce qu'est un ennemi. Dans la revue nationale stratégique, nous n'employons pas le terme d'ennemi. Donc vous ne trouverez pas dans la revue nationale stratégique le terme d'ennemi. Autrement dit, un ennemi, c'est-à-dire la définition structurelle, presque essentielle, de ce qu'est le caractère agressif et contraire à nos intérêts d'un pays tout entier, ça n'existe pas dans la revue nationale stratégique. Pour défrayer, je vous renvoie à ce petit livre qui a été publié par Jean-Yves Le Drian en 2015. L'ennemi, tel qu'il était décrit à l'époque, c'était Daesh. Évidemment, on était dans la période, évidemment, au 2016, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été publié exactement. Aujourd'hui, la France ne se reconnaît pas d'ennemi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'adversaires, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des puissances étrangères qui nous désignent comme ennemis. Mais ce n'est pas la même chose. Et donc le terme lui-même d'ennemi, vous ne le trouverez pas décrit dans la façon dont nous considérons notre environnement stratégique et le monde qui nous entoure, au sens le plus essentialiste de la définition de toute éternité de ce qu'est un ennemi. Et donc on a décrit des adversaires, on a décrit des manœuvres qui sont profondément hostiles et agressives vis-à-vis des intérêts de la France. On l'a fait de façon caractérisée. Et je renvoie effectivement au paragraphe 113 sur la Fédération de Russie et tout ce qui est dit dans la première partie sur la Fédération de Russie, qui liste à l'envi tout ce qui relève des manœuvres agressives et hostiles de la Fédération de Russie à l'égard de la France et de l'Europe. En revanche, nous ne nous reconnaissons pas à nous-mêmes d'ennemis en tant que tels. Je crois que c'est une différence entre adversaire, compétiteur, ennemi, puissance hostile, puissance agressive, qui me semble assez intéressante.
quatrième question sur la guerre biologique. Je ne sais pas, il y a plusieurs définitions possibles. Donc, pour reprendre les choses différemment, il y a dans la question de la prolifération nucléaire, radiologique, chimique et biologique, de très longue date, des programmes, de la planification qui est faite et qui est de la responsabilité des secrétaires généraux successifs de la défense et de la sécurité nationale, qui sont évidemment, comme vous l'imaginez, assez classifiés, mais il y a toute une série de plans qui sont faits, de capacités qui sont développées de façon défensive, de façon à protéger la nation contre d'éventuelles attaques biologiques. Évidemment, il y a besoin de l'actualiser, ce n'est pas des choses qu'on clame sur tous les toits, mais en particulier au regard de l'évolution tout simplement de la technologie et de notre environnement technologique, de tout ce qui relève du bioengineering, en mauvais français. Et donc ça fait évidemment partie, vous en trouverez, et je vous renvoie en particulier dans le dernier objectif stratégique, qui est une innovation de cette revue nationale stratégique, l'objectif stratégique 11, qui porte sur les questions de science et de technologie, et qui met l'accent très spécifiquement, simplement sur quelques domaines de la science et de la technologie contemporaine sur lesquels nous avons estimé collectivement qu'il fallait faire un effort tout à fait spécifique et particulier à des fins de défense et de sécurité nationale. Et vous avez évidemment l'intelligence artificielle, vous avez évidemment le quantique, vous avez évidemment le spatial, mais vous avez également l'ensemble du champ NRBC. Et dans le NRBC, vous avez évidemment tous les sujets biologiques et chimiques qui sont donc bien pris dans la RNS et qui font l'objet de travaux tout à fait spécifiques. Sur la question de la relation transatlantique et des Américains, alors je suis prudent parce que on est le 2 février. Je ne sais pas si, on aurait dit la même chose le 1er, ni si on dira la même chose le 3. Et donc, en revanche, notre métier, notre vocation, je dirais presque notre mission, c'est de prendre du recul sur la courbe, sur l'onde courte des événements, à presque heure par heure, et de reprendre un peu de distance. Et pour le coup, c'est ce qu'on a fait dans la revue nationale stratégique. Vous imaginez bien qu'on s'est posé toute une série de questions sur à la fois notre analyse de fond et sur comment on allait l'exprimer dans un document de cette nature-là. Vous verrez que le choix qui a été fait est d'insister sur la dimension structurelle de ce qui nous est imposé en termes d'évolution de la relation transatlantique dans son ensemble. Après, il y a des pics, il y a des accélérations, il y a des façons de faire différentes. Mais finalement, quand vous reprenez un peu de profondeur historique, en tout cas sur les 20 dernières années, vous avez une constante minimale qui est l'exigence de rééquilibrage le plus rapide possible entre les deux rives de l'Atlantique et d'une prise de responsabilité croissante des Européens dans l'organisation de leur défense et de leur sécurité nationale. Ça, c'est une constante complète. Ensuite, le rythme, l'ampleur, la brutalité avec laquelle c'est fait, ça peut changer en fonction des administrations. Mais cette tendance-là, elle est là, elle pose toute une série de défis. C'est pas la première fois que des autorités politiques françaises en parlent. Ça fait maintenant longtemps. Je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre qui avait en son temps lui-même eu des propos sur le sujet. Mais donc il y a une question de longue durée. Cette question-là, elle va rester. Et la question qui fait l'objet des travaux de la revue nationale stratégique, c'est que on a évidemment un intérêt à ce que les Européens, je dirais, pour dire les choses de façon moins diplomatique, arrêtent de discourir ou de geindre et passent simplement à l'action, qui est celle de ce rééquilibrage dont de toute façon on a besoin et qui va arriver tôt ou tard. Et donc autant l'organiser proprement tôt. Alors, je voudrais faire appel à tes anciennes fonctions pour te demander quelle est ton analyse de la reprise annoncée des négociations sur le nucléaire iranien entre Téhéran et Washington. Est-ce qu'elles ont, selon toi, la moindre chance d'aboutir quelque part? Et le cas échéant, est-ce que ça signifie l'abandon des manifestants qui ont été massacrés par le régime? Et pourquoi la réaction française est si tiède et prudente sur ce sujet? merci Isabelle. Merci, mais je ne veux pas être redondante, donc très rapidement. Par rapport aux États-Unis, la France, l'Europe sont très dépendantes de moyens, d'outils, etc. Est-ce que ça constitue une menace?
Et sur l'Iran, moi, je voulais l'aborder sous l'angle de l'ingérence et de la cyberattaque. Mais bien sûr, tout ce que vous aurez à dire sur l'Iran nous intéressera. Merci. Bonjour, merci pour cette conférence. Alors, je vais rejoindre un peu madame, parce que du coup, moi, la question, c'était de savoir sur les risques qu'on avait sur les chaînes d'approvisionnement, donc ça peut être les matières premières ou les composants, et savoir... Pardon, excusez-moi. J'avais une question qui rejoint celle de madame, c'était sur les chaînes d'approvisionnement, du coup, mais que ça peut être matières premières ou les composants, et savoir comment on peut s'en prémunir, pour faire simple. Merci. Bonsoir monsieur. Par la description de vos travaux, j'ai aperçu la difficulté qui était la vôtre de ne pas se tromper de tempo. Et à ce sujet-là, j'ai été extrêmement surpris puisque vous avez évoqué un voyage récent aux Pays-Bas. J'étais moi-même dans ce pays il y a quelque temps. Alors, je vais en parler si vous me le permettez. Et j'étais dans une famille qui a reçu en l'espace de 15 jours un petit fascicule qui était des instructions à suivre en cas d'attaque. Et le deuxième fascicule était à l'adresse des jeunes, garçons et filles d'au moins 18 ans, qui consistait à leur faire savoir qu'il fallait qu'ils se tiennent éventuellement à être appelés. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France ? Bon, évidemment, je ne vais pas répondre à ta question, Isabelle. Eh oui, pour une raison simple, c'est que effectivement, j'ai été pendant très longtemps dans différentes responsabilités en charge de ce dossier et dernièrement ambassadeur à Téhéran. Mais il se trouve que ça fait 10 mois que je suis rentré. Et que d'abord 10 mois, ça se périme vite. On regarde l'évolution. Et puis par ailleurs, on a un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et je ne prétends pas m'y substituer. En revanche, je contesterai la prémisse de ta question sur la tiédeur de la réaction française. J'ai pas l'impression, à écouter ce qu'a dit le président de la République et le ministre, qu'on est spécifiquement tiède. Mais j'en dirai pas plus à ce stade. Deuxièmement, sur la partie, effectivement, et je vais prendre un exemple pour essayer de répondre à votre question, et en fait, mêler les deux questions sur la question des dépendances dans le champ de la sécurité nationale, des chaînes d'approvisionnement, de la question des biens vitaux ou des chaînes critiques. Un exemple pour marquer, je pense, qu'il faut introduire de la nuance et de la progressivité dans la façon dont on définit ces notions. Et je vais juste pour cela, si vous le voulez bien, prendre 30 secondes pour parler de souveraineté numérique. On a souvent tendance à faire un effet de recouvrement complet entre sécurité numérique et souveraineté numérique. Et les deux notions se recouvrent dans beaucoup de domaines, mais pas totalement. Et vous pouvez avoir des domaines dans lesquels on va privilégier la souveraineté et d'autres dans lesquels on va privilégier la sécurité. Pour prendre un exemple encore plus direct, sur la question en particulier, par exemple, de la protection des données dans le cloud. Aujourd'hui, il y a un effet factuel, enfin un état de l'art, un état de fait. Et la beauté de la réalité, c'est qu'on peut s'en plaindre, mais c'est la réalité. C'est qu'un certain nombre de ce qu'on appelle les hyperscalers, aujourd'hui, sont d'un pays en particulier qui a une maîtrise et une avancée technologique importante. La question qui nous est posée sur la souveraineté numérique, elle va dépendre assez largement de l'analyse que vous faites de la sensibilité de vos données. Et donc, vous avez une gradation de la sensibilité de vos données à laquelle vous faites correspondre une gradation de la sécurité et une gradation de la souveraineté numérique. Autrement dit, aux deux extrêmes, c'est assez simple. À l'extrême des données qui sont les plus sensibles, les plus souveraines et qui intéressent potentiellement le plus vos agresseurs, vous allez chercher à faire se recouvrir intégralement les deux concepts de souveraineté et de sécurité numérique. Autrement dit, vous allez privilégier des solutions d'hébergement qui sont intégralement et totalement maîtrisées, quitte à ce que vous ayez une dégradation du service, de la disponibilité ou du service numérique d'actualisation, parce que ce que vous allez privilégier, c'est le fait qu'en tout temps, en tout lieu, vos données doivent être totalement maîtrisées de façon parfaitement souveraine et intégralement sécurisée. Ça va vous diriger vers des solutions technologiques tout à fait spécifiques. À l'autre bout de la chaîne, vous avez l'autre partie qui est aussi très facile à gérer, c'est que c'est des données qui sont tellement communes, banales, classiques,
ou qui changent tellement que finalement, c'est pas très grave, et que donc si c'est pas souverain et pas très sécurisé, c'est pas très grave. Et puis entre les deux, vous avez toute une gradation. Mais dans cette gradation-là, vous allez pouvoir définir, et c'est ce qu'on essaye de faire, des solutions dans lesquelles vous allez certifier un certain niveau de sécurité numérique, c'est-à-dire de protection à l'égard de la capacité technique et technologique d'un adversaire ou de quelqu'un d'autre que vous à venir pénétrer dans votre système et récupérer vos données, d'un point de vue technologique ou juridique, par l'application, en particulier évidemment extraterritoriale, d'un certain nombre de législations. Et donc la question qui vous est posée, c'est est-ce que vous êtes capable, en utilisant des services numériques qui proviennent d'entreprises de ces pays-là, de mettre en place un dispositif technique et juridique qui va protéger la souveraineté et la sécurité de vos données, adaptées à la sensibilité que vous leur accordez. Et oui, la réponse à cette question-là est oui, c'est possible. Et d'ailleurs, on l'a fait récemment, on a certifié une solution technique qui met en lien un industriel français avec un industriel américain, pour les dire, je ne donnerai pas les noms pour ne pas faire de publicité, mais qui a été certifié il n'y a pas longtemps. Et donc cette question de la souveraineté, je prends l'exemple du numérique, mais on a besoin d'avoir une analyse, risque, conséquences, bénéfices, coûts, qui soit graduée sur l'ensemble de la chaîne. Et autrement dit, c'est pas, pour employer une mauvaise expression, pas en français, mais c'est pas one size fits all. Et donc vous avez besoin d'une gradation de solutions. Et après, vous aurez à faire des compromis entre la qualité du service qui vous est rendu, ou la qualité de la rapidité, ou du coût, et la dépendance plus ou moins maîtrisée, plus ou moins consentie que vous acceptez. Et ça, c'est vrai, je prends l'exemple du numérique, mais c'est vrai finalement dans l'ensemble des chaînes. L'idée qu'on peut être... en fait, derrière l'idée de la souveraineté numérique, mais c'est vrai dans d'autres domaines, si on pousse cette logique à son terme, ça s'appelle plus souveraineté, ça s'appelle autarcie. Donc la question, c'est la maîtrise des risques. Et dans cette maîtrise de risque, elle est nécessairement graduée, et vous avez des compromis à faire entre les coûts et les bénéfices de chacune des solutions. C'est vrai pour les métaux critiques, pour les terres rares, c'est vrai pour un certain nombre de technologies hors du domaine numérique. Et donc à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est de qualifier au plus près ce que sont les biens les plus vitaux pour la continuité de la vie de la nation, et comment, au moins pour cela, on peut se permettre d'avoir des solutions qui soient ou de relocalisation, ou de garantie d'approvisionnement, ou de diversité d'approvisionnement, qui permettent de garantir un niveau maîtrisé de souveraineté et de risque et de sécurité. Sur votre dernière question, moi j'adore quand on me prête des propos que je n'ai pas tenus. En plus, c'est facile, puisque comme c'est enregistré, on peut vérifier. Mais donc, pour répondre plus sérieusement à votre question, la vérité, c'est que je l'ai dit, ça existe. Alors, évidemment, dans le contexte actuel, non, nous n'avons pas diffusé papier dans chaque boîte aux lettres, comme la propagande électorale, un petit guide à toutes les Françaises et tous les Français, et à tous les ressortissants vivant sur le territoire national. En revanche, on en a fait de la publicité au moment du congrès des maires de France, et depuis, c'est ce que je disais, il est disponible sur le site internet du SGDSN, ça s'appelle Tous Responsables. Vous avez une première partie qui contient toute une série de recommandations, qui est conforme au scénario central de la RNS, donc nous ne préparons pas à l'invasion militaire du territoire national par des chars étrangers. En revanche, nous devons nous préparer tous, chacun là où nous sommes, à un certain nombre d'actions de base qui relèvent soit du champ physique, soit du champ numérique, par exemple, dans laquelle il y a toute une série de conseils qui sont portés dans ce petit guide qui s'appelle Tous Responsables, qui contient toute une série de recommandations très concrètes, de numéros de téléphone, de contacts, et puis qui contient aussi un certain nombre d'éléments qui permettent à ceux de nos compatriotes qui sont intéressés par l'engagement d'avoir toutes les adresses et tous les endroits nécessaires où ils peuvent trouver les formes qui leur conviennent en termes d'engagement, que ce soit dans la réserve, dans le service civil, dans toutes les formes d'engagement associatif. Et donc, ce petit guide existe, il est disponible. Il a été diffusé très largement, en particulier au Congrès des maires de France. Et nous avons fait la publicité, sans doute pas assez. Mais donc, nous continuons. Et merci de votre question, parce que du coup, je continue à faire de la publicité pour ce petit guide qui est très pratique, très matériel, qui a, comme je le disais, un temps suscité un peu d'ironie. Toujours un peu curieux, je trouve, au regard de, pour le coup, comme vous le dites, ce que non pas simplement les Néerlandais, mais la vérité, la totalité de nos partenaires européens font depuis des années et qui ne méritent ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Mais merci Nicolas. D'abord, je vais te redonner tes deux mains parce que alors, je le signale un tout petit peu à notre équipe technique. Voilà. Si pour la prochaine conférence, on n'immobilise pas forcément la main droite ou la main gauche du conférencier, ce sera mieux. Et merci beaucoup, Nicolas. Merci de t'être prêté à cet exercice
très librement, nous donnant beaucoup d'informations. Je pense que chacun a apprécié la qualité de ton propos et ta disponibilité à répondre aux questions de la salle et des étudiants. Je vous donne rendez-vous lundi prochain avec le général Rougier. On parlera des changements militaires, des révolutions en cours dans la très haute altitude. Merci encore Nicolas et à lundi prochain.